Laisser la main. Donc, Raymond va nous parler sur, alors je crois que c'est les sixième talk de NoOps avec l'IA et le cloud AWS. AWS. Donc, Euh, je te laisse la main, Raymond, pour te présenter et ensuite derrière dérouler. ok, laisse-moi juste checker. Je suis plus habitué à Teams. Un instant. Est-ce que là, ça passe? Ça, oui, tout à fait. Ok. Je vais passer en diapo. Ah ouais. Comment on enlève le truc en haut là? Diaporama là-bas. Non, 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 il y a un menu ici en haut qui m'énerve. Euh, Comment on enlève le menu en haut là? Quel menu? Nous, on ne voit pas le menu. Moi, je l'ai. Il y a un menu là en haut. Tu... Nous, on voit en grand écran ta presse là. On voit rien Ouais. d'autre. Il y a les menus là. C'est tout vos menus qui apparaît, qui restent sur l'écran. Quel, quel menu Le menu du Zoom. Ah, Les panels, quoi. vous voyez l'écran actuellement partagé, c'est ça là, en bas? C'est en haut chez toi. Ah, ouais. Attends. Normalement, tu dois pouvoir, si tu commences à cliquer, il doit disparaître. Non, il disparaît pas, c'est ça qui. En tout cas, on voit très très bien nous. Ouais, mais moi, je vois pas. Un instant. Un instant, hein. Je suis pas habitué à ça. Juste un instant. Je suis plus Teams. Il y a Marc Agouni qui t'encourage, qui te dit excellent Raymond, vas-y cousin. Masquer le volet vidéo. Masquer les commandes flottantes. Ok, c'est bon. Vous voyez toujours là? Ah oui, oui, on voit très bien. Ok, et comment je récupère les commandes? Ok, bon, je suis pas habitué à Zoom, hein. Donc on va tenter. Vous me dites s'il y a un incident. Pas de Donc, souci. Pour l'instant, c'est très je me bien. présente à nouveau pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Raymond Razafi Mamoudji. Je suis senior architecte et auditeur en tout ce qui est infra. Donc, j'ai une formation à la base de génie électrotechnique, de génie électrique et informatique industrielle, de télécom et réseau, et je suis ingénieur généraliste. Je suis aussi chercheur en supercalculateur depuis 2010 pour Bulatos. J'ai entre autres créé Curie, qui est toujours opérationnel jusqu'à maintenant au TGCC de la CEA. Et puis en parallèle avec ça, je fais aussi du consulting avec mon petite équipe. Voilà, on est basé à Paris. Donc voilà. Et avec deux autres équipes aussi. On est petit, hein, deux autres personnes de Ritech qui sont basées à Vancouver et six autres équipes aussi qui sont basées à Rennes. Voilà. Donc, on est spécialisé principalement sur tout ce qui est cloud infra, sur tout ce qui est audit euh, en infra aussi et en sécurité, conformité. Et puis, on fait de la formation aussi. Voilà, on a fait beaucoup de formations depuis 2015 jusqu'à ce jour, on va dire, suite à l'arrivée très mouvementée du cloud, que ce soit les clouds AWS, Azure ou GCP en France. Voilà. Donc, on a commencé depuis 2015 et 2016, que ce soit partout en France, y compris jusqu'au Luxembourg, les formations où on a transformé des personnes, donc des ingénieurs scientifiques qui n'avaient aucune background en informatique, en architecte expérimenté, des clouds on-premise, des infrastructures convergées, des infrastructures hyper convergées et de n'importe quel cloud, de n'importe quelle solution de cloud player, que ce soit Amazon Web Services, que ce soit
GCP ou Azure. Voilà. Donc là, je vais parler un tout petit peu, aujourd'hui, je vais vous parler un tout petit peu du concept de NoOps. Voilà. La dernière fois que j'ai eu l'honneur d'être invité par l'équipe de Shafiq, j'ai eu l'occasion de parler du DevSecOps. Donc ici, le NoOps, ça reste encore une méthodologie assez jeune qui n'ont pas atteint ni la maturité du DevOps, ni la maturité du DevSecOps. C'est toujours en plein débat. Donc, il y a les commerciaux d'un côté et il y a les ingénieurs d'un côté qui veulent, on va dire, qui souhaitent poser le cadre là-dessus et dire définitivement ce que c'est que le NoOps. Voilà. Mais là où on est tous d'accord jusqu'à maintenant, c'est que le NoOps, ça veut dire No Operation Engineer. Donc, ça veut dire la fin de la maintenance manuelle du run, que ce soit la MCO, donc qui était encore dans le périmètre du DevOps et dans le périmètre du DevSecOps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire automatiser la maintien en condition opérationnelle des infrastructures, voilà, afin d'assurer la continuité du service. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va parler un peu où est-ce que ça en est, ce débat sur la définition du NoOps, voilà, entre les sales et les ingénieurs. Et puis, par la suite, nous, on est des ingénieurs ici, on n'est pas des vendeurs. Donc, on va plus se placer de notre côté, voilà. Donc, en tant qu'ingénieur, et on va dire qu'est-ce que ça nous apporte vraiment, on va dire, comme changement, le NoOps par rapport à DevOps, voilà. Et quelles sont les solutions mises en place en ce moment, on va dire, pour assurer cette maintien en condition opérationnelle automatisée. Voilà. Donc, on va parler par la suite d'un SIEM que je pense que pas mal de personnes connaissent maintenant, voilà, qui est le numéro 1 du Magic Quadrant de Gartner depuis 2018. Voilà. Et il a une certaine spécificité par rapport à ses concurrents existants. Voilà. Donc, je vais vous en parler tout à l'heure. J'essaierai de parler le moins techniquement possible. J'essaierai de faire des analogies, voilà, sans parler, on va dire, sans parler trop technique pour des gens qui ne sont pas initiés on va dire, à cette expérience. Voilà. Donc, aujourd'hui, au niveau du marketing, c'est quoi le concept NoOps? Donc, aujourd'hui, du point de vue marketing, donc les gens qui sont à l'antipode dans notre façon de penser, pour eux, quand on parle aujourd'hui NoOps, cela fait illusion au PaaS, donc aux Platform as a Services. Donc, telles que les solutions qui sont fournies par les cloud players, donc les solutions PaaS de type Elastic Beanstalk. Donc, là où vous avez un catalogue applicatif comme les catalogues de services web, donc à destination des développeurs qui ne veulent pas s'occuper de la couche IaaS. Et puis, vous avez aussi des solutions de type serverless, telles que les solutions de fonction, voilà, donc telles que AWS Lambda, Google Function et Azure Function, qui sont devenues aujourd'hui des solutions, on va dire, très en vogue, très demandées pour l'utilisation ponctuelle ou pour les tests ponctuels, on va dire, des codes ou des applications développées, par exemple, ou prototypées par des architectes, par des data scientists. Voilà. Ici, pourquoi on dit NoOps du point de vue du commercial? Parce qu'ici, au fait, le commercial veut mettre en avant, on va dire, l'utilisateur, le client. Donc, ce que le commercial ici veut dire de son point de vue, c'est qu'à partir du moment où l'utilisateur ne s'occupe plus de la couche SIAS, c'est-à-dire de l'operating system, du runtime et du middleware, bah, pour eux, c'est du NoOps. C'est-à-dire, il n'y a pas d'ingénieur d'exploitation. Voilà. Donc, c'est une autre façon déguisée de vendre un produit. Voilà. Mais de façon concrète, il n'y a pas un serverless qui marche
sans infrastructure, sans infrastructure derrière. Donc, il n'y a pas un Elastic Beanstalk qui peuvent se déployer. Il n'y a pas une application web, il n'y a pas un autre JS, il n'y a pas, je ne sais pas moi, il n'y a pas un framework PHP ou un framework .NET qui peuvent se déployer sans que derrière, il y a un runtime, un middleware et un operating system. Voilà. Donc, c'est là que c'est totalement faussé, le concept de NoOps, parce qu'ici, elle est simplement vendue, on va dire, du point de vue commercial. Or, qu'on sait bien que le cloud, c'est du as a services, c'est-à-dire qu'on vend des services au niveau du client, tel que l'infrastructure as a services, mais par rapport à la couche basse, du côté Amazon Web Services ou Google Services, il y a quand même des personnes qui vont s'occuper à mettre en place, par exemple, la barre métal, qui vont s'occuper à mettre en place, on va dire, les connectiques réseau, les firewalls, et qui va s'en occuper aussi de mettre à jour les versions des solutions, par exemple, les versions de VPC, le versioning de C2, le versioning d'S3, ainsi de suite. Voilà. Donc, il y aura toujours de l'Ops à partir de ce moment-là. Donc, on ne peut pas dire que dans un pass, il n'y a pas de Ops. Si, il y a de l'Ops. Idem pour les solutions ponctuelles de fonctions, telles que AWS Lambda ou Google Function ou Azure Function. Quand on instancie une de ces instances, et qu'on veut exécuter un code, quand on veut exécuter, quand on veut tester, je ne sais pas moi, Python ou n'importe, ou même ne serait-ce que du shell, ou quand je fais un run d'un cloud shell, parce que je n'ai pas, chez moi par exemple, sur mon Windows, un WSL, c'est-à-dire je n'ai pas chez moi un terminal Linux pour pouvoir administrer le CLI le CLI d'Amazon ou le CLI de GCP ou d'Azure. Donc, je me suis dit, OK, je vais lancer une instance temporaire telle que les Cloud Shell. C'est exactement pareil que les fonctions, que les solutions, que les offres de solutions de fonctions des cloud providers ici. Derrière ces solutions-là, instancieront toujours des conteneurs à minima, et ces conteneurs seront toujours mis sur des environnements virtuels qui, eux, seront mis sur des environnements physiques. Voilà. Donc, que ce soit des conteneurs qui seront des pods instanciés sur du Kubernetes, des Kubernetes qui seront hébergés sur un hyperviseur de type 2, un hyperviseur de type 2 qui sera hébergé sur une machine physique, il y aura toujours de l'Ops. Donc, dans ce cas-là, je ne suis pas d'accord pour dire au niveau marketing, on va dire, que le no-ops est valable, on va dire, dans le cas de figure ici. Dire que faire du pass, dire que faire du FAS ou dire que faire du CAS, ça c'est du no-ops. Je dirais que c'est juste un mot marketing, une attrape-nigo, comme l'a été encore l'intelligence augmentée, qu'on a appelé auparavant intelligence artificielle. Voilà. Donc, je continue maintenant. Donc, ça, c'est le point de vue marketing. Maintenant, du point de vue ingénieur, donc, nous, quand on me dit NoOps, quand on me dit DevOps, quand on me dit DevSecOps, c'est que quelque part, il y a une transformation du métier, il y a une transformation de la méthodologie, il y a des montées en compétences des personnes, et il y a des réductions de coûts aussi, et il y a une amélioration de méthodologie. Donc, à partir du moment où on passe, par exemple, quand on a vu la dernière fois, de l'ITIL au DevOps, on a vu qu'on passe une équipe opérationnelle d'ingénieurs de 4 personnes à une seule ingénieur qui devient un DevOps, voilà, qui s'occupe en même temps du build et du run. Voilà. Donc, maintenant, quand on passe du DevOps au DevSecOps, le DevOps on prenait aussi le casquette du business analyst, du product owner et du SecOps afin de définir en amont les business impact, les SLA et le business analysis, plus les tests, les pen tests à chaque étape du CI/CD/CS. Voilà. Donc, oui, quand on parlera ici de NoOps, il faut être clair
au moins en disant, OK, no operation engineer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la maintien en condition opérationnelle, le run du côté Ops, dans le DevOps, que ce soit la résolution des incidents courants de niveau 1 ou les incidents courants de niveau 2, peuvent être automatisés via une intelligence augmentée grâce à l'analyse comportementale en temps réel des machines. Voilà. Donc, grâce aux data analytics qu'on mettra en temps réel sur les machines. Voilà. Par contre, ce qu'il faut se dire dans le NoOps, aujourd'hui, et c'est la limitation d'ailleurs de cette méthodologie, c'est que le run à 100% aujourd'hui ne peut pas être totalement asservi par une intelligence augmentée. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas dire totalement que la maintien en condition opérationnelle de niveau 3 en production pourrait être assuré par une IA, par un IA, parce que c'est quelque chose pour le moment de totalement impossible. Voilà, parce qu'il y a des incidents de niveau 3 qu'on n'arrivera pas à déterminer, qu'il faut même d'ailleurs pour les êtres humains escalader à l'architecte, voilà, au concepteur lui-même ou à d'autres experts externes quand l'architecte en lui-même n'est pas capable de résoudre l'incident. Donc oui, à partir de ce moment-là, même l'IA en lui-même ne sera pas capable. Voilà. Donc, il faut se mettre pour le moment dans la tête que oui, le NoOps, en partie, sur des incidents mineurs, sur des incidents courants, on va dire, on peut automatiser la maintien en condition opérationnelle des applications ou de l'infrastructure. Voilà. Donc, ce mouvement a débuté, on va dire, on a entendu parler à partir de 2015 et de 2016. Mais son cœur principal et sa façon de fonctionner repose tout d'abord sur l'analyse en temps réel des comportements machines. Voilà. Donc, on parlera à partir de ce moment-là, on va dire, de data analytics. Voilà. Donc, d'où l'utilisation des outils tels que le SIEM. Il y a un pléthore d'outils au SIEM, tels que Elastic Logstash Kibana, IBM QRadar, SIEM, le SIEM Splunk, mais rares, on va dire, aujourd'hui, sont les solutions capables en même temps d'analyser les données, de faire la corrélation et de prendre une décision qui va induire une action et qui va effectuer les changements ou les corrections sur les machines. Voilà. J'en connais qu'un aujourd'hui qui est capable de faire ça, c'est-à-dire de base, sans être mélangé à d'autres applications externes, à d'autres applications tierces. La seule que je connais aujourd'hui de base, sur laquelle j'ai travaillé depuis un moment, on va dire depuis 2016-2017, c'est Splunk. Voilà. Donc, la solution dont je vais vous parler tout à l'heure, au niveau SIEM, pour l'utilisation du NoOps, je parlerai de Splunk. Voilà. OK. Mais ce NoOps, qu'est-ce qu'il nous apporte alors concrètement aujourd'hui par rapport à la méthodologie existante qu'on utilise déjà, par rapport au DevOps? Donc, par rapport au DevOps, on peut en distinguer on va dire, deux catégories, deux grandes catégories. Voilà. Donc, on peut voir ici le dev, donc sur la phase de build, sur la phase de test, où l'architecte, le product owner et le business analyst vont intervenir. Et puis, on verra ici le deploy et le run, donc sur lequel, par exemple, si je reviens en arrière, on avait les outils de monitoring, donc sur les plateformes, les outils par exemple, là, vous avez ici les outils de déploiement automatique, donc les YAC, donc que ce soit déploiement automatique, changement des configurations ou des provisioning. Et puis, par rapport à ici, vous avez les outils de maintien en conditions opérationnelles au niveau de la scalabilité, de l'élasticité. Voilà. Donc, que ce soit les HAProxy, que ce soit les Kubernetes. Et puis, par la suite, les outils de monitoring et de traçabilité classiques. Donc, que ce soit Nagios pour les VM,
Grafana Prometheus pour les conteneurs, et ELK Splunk, on va dire, comme SIEM. Voilà. R6log pour tout ce qui est journalisation. Voilà. Donc, ça, c'est les outils classiques qu'on a aujourd'hui dans le Run. Voilà. Donc, mais ces outils-là, on peut les améliorer, on peut les exploiter. Voilà. Il y a des outils aujourd'hui qui sont capables de dire correctement, grâce à la corrélation des logs, que ce soit ELK ou Splunk, de dire correctement qu'est-ce qu'on a comme problème et qu'est-ce qu'il faut prendre comme décision et qu'est-ce qu'il faut appliquer comme action. Voilà. Donc, c'est ce que je vais parler aujourd'hui avec le SIEM Splunk, donc, qui va remplacer ici la partie Ops. Voilà. Donc, à la place de l'Operation Engineer, qui d'habitude fait sur le côté Run, qui va faire une correction, qui va redéployer, qui va refaire son changement et qui va relancer son playbook au niveau du déploiement, ben, un SIEM tel que Splunk, il est capable de faire ça aussi. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Donc, qu'est-ce que c'est que déjà un SIEM? Je pense que certains d'entre vous ici qui font déjà du cyber connaissent ça. Voilà. Mais on va le voir, on va dire, du côté data analytics. Voilà. Un SIEM tel que Splunk n'est pas utilisé seulement pour de l'informatique, n'est pas utilisé seulement pour faire de la sécurité. Voilà. Il peut être utilisé pour faire du data analytics. Voilà. Quel est le principe d'un SIEM? OK. On avait auparavant, par exemple, pour les outils d'analyse de log, les outils de monitoring tels que Nagios, les outils de monitoring tels que le log. Le problématique, c'est quand on lit les logs, par exemple, à partir de, je ne sais pas moi, /var/log /httpd, et on regarde le dernier log, ça ne dit rien, ça ne parle pas. On ne sait rien du tout. Voilà. Donc, les SIEM sont apparus pour, on va dire, pour récolter ces logs-là, stocker ces logs-là et faire parler ces logs, c'est-à-dire faire la corrélation. C'est-à-dire pour que les logs soient beaucoup plus parlants. Voilà. Pour que l'objectif étant que les logs collectés puissent parler à l'être humain, puissent être le plus compréhensible possible. Voilà. Donc, pour cela, donc, on a mis en place des outils de data analytics et des outils de collecte de données. Donc, la première fonction du SIEM, c'est d'aller collecter les données du côté des machines. C'est ce qu'on appelle le Security Information Management. Et à partir du Security Information Management, une fois qu'il ait collecté les données, il va essayer ces données-là. Donc, ce sont des données qui peuvent venir d'un serveur MySQL, qui peuvent venir d'un serveur Apache, qui peuvent venir d'un comportement utilisateur, qui peuvent venir de tout et de n'importe quoi d'un PC, qu'on va collecter et qu'on va indexer, on va dire, qu'on va indexer et par la suite, qu'on va traiter, qu'on va extraire. Voilà. Donc, quand on parle d'analyse de ces données, on va les traiter sur les événements. C'est-à-dire, un événement, c'est sur les actions qui ont été effectuées dans le temps. Voilà. Donc, le principal du SIEM ici, donc, lui, il va être comme un guichet unique, voilà, qui va récolter toutes ces données générées par les infras, voilà, et toutes ces données vont être envoyées dans un, comment on appelle ça, dans un stockage central ici, voilà, qu'on appellera un indexeur, voilà, et puis, à partir de cet indexeur, on va réorganiser ces données-là, voilà. Parce que ce sont des données éparpillées, ce sont des données non structurées. Voilà. Donc, on va essayer de les identifier et Splunk va essayer de les parser et de les reconstruire pour en faire une base de données cohérente, une base de données lisible, que par la suite, on peut manipuler, qu'on peut lire, qu'on peut faire parler. Voilà. Et quand la base de données peut nous faire parler, on peut en déduire des reporting, voilà, des comportements machines. À partir de ces comportements machines-là, on peut définir des modèles et on peut demander même à Splunk, à partir de ce modèle, de prendre des actions de correction ou des actions de changement
si le résultat des prochaines collectes est différent de ce qu'on recueille habituellement. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on peut faire du data analytics, voilà, entraîner une machine capable de définir la tendance, par exemple, de la bonne fonctionnement d'une machine, d'essayer de rapprocher à chaque fois de cette tendance sur le bon comportement de notre infrastructure. Et à partir du moment où il y a une tendance divergente par rapport à ce qui est prévu, bah, que Splunk puisse prendre la décision de le corriger. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est faisable avec Splunk. Voilà. Donc, comment est-ce que ça se passe concrètement? Splunk centralise les données dans son indexeur. Voilà. Une fois que les données sont dans son indexeur, nous, en tant qu'êtres humains, on peut manipuler les données, on peut filtrer les données, on peut extraire les données grâce au langage de Splunk. Donc, c'est un langage assez facile, ce qu'on appelle le Search Processing Language. Voilà. À partir de ces langages aussi, on peut définir des jets de données, des modèles de données qu'on peut enregistrer dans un rapport et qu'on peut relancer la prochaine fois, on va dire, pour refaire d'autres analyses dans le temps. Voilà. Donc, par la suite, on peut sortir des reportings d'analyse, des reportings de performance. Voilà. Ces reportings, comme j'ai dit tout à l'heure, peuvent, on va dire, être une surveillance d'un bon comportement, mais peuvent déclencher aussi des alertes et des actions que je conditionne en cas de mauvais fonctionnement. Donc, à partir de ce moment-là, je mets en place, on va dire, des actions correctives qui va corriger les erreurs dans l'infrastructure, que ce soit des erreurs dans l'infrastructure ou des erreurs de sécurité qui pourra m'assurer la maintien en condition opérationnelle de mon infrastructure. Donc, je mettrai en place un modèle de comportement machine. Voilà. Je mettrai en place des tâches planifiées, des tâches ordonnancées qui regarderont, qui monitoreront de façon active et de façon proactive le comportement de ma machine. Voilà. Qu'elle soit au niveau de sécurité, qu'elle soit au niveau applicatif, qu'elle soit au niveau infra. L'utilité de Splunk ne s'arrête pas à l'IT. Splunk peut être utilisé aussi pour les utilisateurs. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un client aujourd'hui qui est un leader, on va dire, qui vend des parfums, bon, Sephora, qui utilise Splunk pour faire le reporting de ses KPI. C'est-à-dire quoi? De ces indicateurs de performance sur ses ventes mensuelles. Voilà. Donc, oui, Splunk peut être aussi un outil de data analytics qui permettra d'analyser votre KPI, votre comportement à vous. Donc, ça permet de définir un modèle, de tracer une tendance, de définir une façon, une best practice de comment vendre un produit pour l'optimiser. Voilà. Donc, Splunk est un parfait outil, par exemple, pour les data scientists, mais c'est aussi un parfait outil pour ceux qui font de l'infra. C'est aussi un parfait outil pour ceux qui font du data analytics. Voilà. Donc, aujourd'hui, Splunk reste le leader mondial des SIEM. Voilà, sur le Magic Quadrant de Gartner. Viennent par la suite UBM QRadar. Voilà. Donc, moi, je vais principalement, sans tomber dans la technique, vous expliquer comment ça fonctionne Splunk, comment on peut le déployer et éventuellement comment on peut l'utiliser pour tester ce que Raymond est en train de nous dire. Voilà. Donc, vous pouvez tester Splunk, vous pouvez le télécharger en s'inscrivant sur le site de Splunk, la version gratuite, mais vous serez limité dans l'utilisation des données. Sur la version gratuite de Splunk Entreprise, vous pouvez utiliser maximum, sauf erreur de ma part, exploiter 500 mégaoctets de données par jour. Voilà. Ce qui est assez suffisant pour tester, pour comprendre, individuellement parlant, mais ce qui peut être totalement insuffisant pour une entreprise. Voilà.
Donc, comment ça marche Splunk? On a parlé tout à l'heure du SIM, Security Information Management, donc de la collecte. Splunk collecte les données en utilisant des agents. Donc, il y a deux différentes façons sur lesquelles il collecte les données. Donc, comme AccessLog. AccessLog envoie directement, par exemple, des données vers un endroit sur lequel vous voulez analyser, vers l'indexeur, par exemple. Splunk a des agents, comme l'Universal Forwarder, donc, qui récupèrent directement tout donné en pointant directement dans un répertoire, les logs, les fichiers, ça peut être des logs, des fichiers .text, des reportings sur votre vente, des fichiers en Excel, ça peut être aussi des fichiers SQL, ça peut être aussi n'importe quoi qu'on envoie dans l'indexeur. Je peux tout envoyer tous en même temps. Voilà, tous ces données-là. Mais à un moment donné, quand vous envoyez un donné aussi et que vous voulez analyser ce donné-là, dans Splunk, il faut mettre en place un outil qui permet à Splunk de pouvoir reconstruire et de se familiariser avec ces données pour pouvoir le reconstruire et avoir un tableau pour construire la corrélation de ces données-là. Vous ne pouvez pas dire à Splunk, voilà, je veux analyser les données, je ne sais pas moi, du comportement de mes machines électroniques et je l'envoie comme ça et je lui dis à Splunk, débrouille-toi pour savoir. Non, dans Splunk, il faut installer aussi les plugins correspondants aux données que vous voulez analyser, c'est-à-dire des fonctionnalités, des librairies qui permettra à Splunk de reconstruire une base de données semi-structurée dans son index ici pour que vous puissiez lire et identifier et analyser les données que vous voulez tester ici. Voilà. Donc, si vous voulez, par exemple, analyser des données SQL, il faut quand même installer dans Splunk Base, c'est-à-dire ajouter des add-ons à partir de Splunk Base. Soit il y a des plugins gratuits, mais il y a des plugins payants aussi. Voilà. Donc, vous ajoutez aussi les plugins MySQL ou MySQL si vous voulez analyser, par exemple, les logs de MariaDB, le log de MySQLD ou le log d'SQL. Voilà. Il y a des plugins qui sont déjà installés nativement dans Splunk, comme les plugins Apache, mais tout n'est pas installé par défaut dans Splunk. Voilà. Donc, si vous voulez analyser des données aussi, reconstruire ces données-là, il faut donner à Splunk la capacité de reconstruire ces données-là pour qu'il puisse créer des champs, associer des key value pairs par rapport à la reconstruction de vos données, par rapport à la construction de vos données, pour qu'il puisse créer les métatags, afin qu'il puisse créer automatiquement les champs et que ces données-là soient tous mutualisées en un seul et unique données Splunk analysable pour vous. Un donné qui va vous parler beaucoup plus facilement qu'initialement ici. Un donné qui parle humain. Et ça, c'est très important dans l'analyse des incidents, que ce soit au niveau sécurité, au niveau infra, applicatif ou même au niveau business. Voilà. Que ce soit des analyses financières ou des analyses techniques. Voilà. Donc, cette agence Splunk a pour principe d'envoyer directement, de collecter les données et de l'envoyer dans l'indexeur Splunk, c'est-à-dire dans le stockage Splunk, si vous voulez, dans le disque dur central de Splunk, si vous voulez. Voilà. Il mettra tous les données dedans, comme un data lake, si vous voulez. Mais ça veut dire aussi que quand on utilise cette stratégie, c'est qu'on fait, on va dire, une stratégie de big data. On fait la stratégie de la pêche au gros. C'est comme un chalutier. Quand il lance son filet dans la mer, il récolte tout. Après, quand il tire le filet, il commence à faire le tri sur le bateau. Mais en même temps, quand il fait le tri sur le bateau, pour prendre les poissons autorisés par l'Union européenne, pour prendre les poissons que ses clients veulent vraiment, il rejette le reste dans la mer. Pareil dans le big data. Le big data, oui, au mieux, 30% des données collectées en big data seront rentables et seront utilisables. Le reste ira à la poubelle. Entre-temps, au niveau du stockage, au niveau du temps, on a perdu. On a payé l'électricité. Donc, il y a des coûts aussi. Voilà. Donc, ça, c'est bien d'envoyer les données, les stocker dans l'indexeur. Mais, c'est-à-dire que la réactivité et l'analyse, ça prend un certain délai. Et l'insight, c'est-à-dire la précision ici des données aussi, au final, n'est pas assurée. Voilà.
Donc, ça, c'est le fonctionnement le plus simple, par exemple, de Splunk. Une fois que les données sont ici, moi, je peux utiliser à partir de la console Splunk. C'est-à-dire, c'est comme un dashboard de Google sur lequel qui vous permet de parler, de communiquer avec la base de données de Splunk, demander ce que vous voulez comme base de données, demander ce que vous voulez analyser. Vous parlez ici ce qu'on appelle en SPL, le Search Processing Language de Splunk. C'est comme un langage mélangé à du SQL, mais du SQL mélangé en même temps à du Unix. Voilà, dans lequel autant on peut voir les requêtes qui vont faire, entre guillemets, les filtrages SQL, mais en même temps, le scripting Linux, avec les structures de conditions, avec les tails, avec les hid, avec les pipes. Voilà. C'est un langage propre à Splunk. Voilà. Ce langage Splunk est en même temps un langage d'analyse, mais ça peut être aussi un langage qui permet à l'intérieur de Splunk de construire des tableaux de bord, construire des fonctionnalités de Splunk. C'est-à-dire que ça peut être aussi un langage pour développer lui-même le plateforme Splunk. Voilà. Donc, je continue. Donc, par la suite, dans Splunk, vous avez l'infrastructure as a code, c'est-à-dire qu'il y a le déploiement de serveur. Dans cette configuration, je ne vais pas parler de tout. Certains d'entre vous, peut-être, sont habitués à travailler avec les architectures de référence, avec les clusters, Splunk en cluster et en multisite, qui comprend les console management, les licences master et les search hid clusters et les cluster managers. Mais dans l'exemple actuel, je préfère faire simple en mettant en scène un Splunk standalone juste pour comprendre la base. Voilà. Mais bien évidemment, vous pouvez mettre en place l'architecture de référence qui permettra d'assurer la haute disponibilité de votre outil Splunk afin d'améliorer la disponibilité de votre data analysis. Voilà. Donc, dans Splunk, on a aussi l'infrastructure as a code qui permet donc de déployer automatiquement toutes les applications et tous les outils Splunk de façon automatique. C'est ce qu'on appelle le déploiement de serveur. Voilà. Donc, le déploiement de serveur va pouvoir déployer automatiquement les changes que vous effectuez. Donc, ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le fonctionnement avec l'universal forwarder qui envoie tout vers l'indexeur est un fonctionnement dont je jugerais aujourd'hui obsolète. C'est-à-dire qu'on fait de la pêche au gros. On fait du big data. Le big data, c'est, on va dire, au mieux son insight, la rentabilité des données qu'on a récoltées. Si on est de très bons data scientists, c'est que 30% des données qu'on a récoltées sont seulement des données utiles. Voilà. Donc, pourquoi récolter des données non utiles? Donc, il y a d'autres façons de récolter des données. Donc, mais quand on utilise cet universal forwarder, dans Splunk aussi, c'est-à-dire que quand je récolte ici les données à partir de différents devices, il faut que je les réorganise, je les renvoie, je les restructure dans le data lake de Splunk, ici, donc dans l'indexeur. Ça passe aussi par un processus de parsing. Voilà. C'est-à-dire que les données vont d'abord entrer dans un pipeline, ils seront traités avant d'être écrites sur ce disque dur. Donc, ce canal se compose de plusieurs canaux plus courts qui sont reliés entre eux. Une seule instance de ce canal de données, de bout en bout, par exemple, est appelée un pipeline. Voilà. Donc, dans ce canal, par exemple, l'analyse et l'indexation de toutes les données qui entrent dans Splunk passe par un canal d'analyse dans lequel les données sont divisées en blocs de 10 kilooctets. Puis, par la suite, les données sont extraites et puis ils sont reconstruits dans un tableau semi-structuré. C'est-à-dire qu'à nouveau, on va créer des champs à partir de ce qu'on appelle des mots-clés. Donc, ce qu'on appelle des métadonnées. Donc, telles que les sources, par exemple, en utilisant, par exemple, le source type, le nom des hôtes. Voilà. Donc, on peut identifier des key value pairs identifiables automatiquement. Donc, par la suite, on va encoder les big data, donc les données qui se sont entremêlées. Ça peut être
des données SQL mélangées avec des données XLS, mélangées avec des données point texte. Donc, l'identification et toute cette étape qui se fait aussi par division d'horodatage dans le temps permet à Splunk de stocker ces données de façon organisée en RAW dans le disque dur. Voilà. Donc, qui va stocker ces données-là en RAW, mais organisées grâce à un fichier qu'on appelle le Time Series Index. Donc, ces fichiers-là contiendra par la suite un fichier d'algorithme de hash utilisant ce qu'on appelle un Bloom filter qui va à chaque fois qu'une personne va requêter dans son interface qu'on appellera le search index, dans lequel il va taper son requête SPL, il va reconstruire les données qu'il souhaite analyser à nouveau. Voilà. Donc, c'est assez, on va dire, tous les données sont transformées en données brutes, mais en données brutes réorganisables, en données brutes hachées, tracées et reconstructibles. C'est ça la puissance de Splunk. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut mettre n'importe quelle base de données. On peut tout mélanger. On peut tout mélanger, mais au final, on sort avec un menu qui est bon et à notre goût. Voilà. Donc, ça, c'est l'avantage de Splunk. Et ça, c'est la puissance de Splunk par rapport aux autres SIEM, que ce soit IBM QRadar ou que ce soit ELK. Eux, ils ne sont pas capables de faire ça. Voilà. Donc, il y a une autre façon aussi de faire de l'analyse. Voilà. C'est-à-dire quoi? Au lieu de faire du big data, pourquoi ne pas parler en fast data? C'est-à-dire quoi? Prendre seulement directement les données à la source en utilisant ce qu'on appelle un EV forwarder. C'est-à-dire que si vous voulez pêcher, ne lancez pas le gros filet, mais mettez les filets et les pièges pour les langoustes, les pièges adaptés pour les poissons. Et puis le lendemain, vous allez juste récolter directement dans les pièges. Voilà. C'est-à-dire que ce sont les données qui vont venir à vous. Voilà, automatiquement. Donc, on peut utiliser ce qu'on appelle un EV forwarder, c'est-à-dire un agent dans lequel le pré-processing data existe déjà. C'est-à-dire que ce n'est même pas la peine, cet agent-là, je vais les installer sur n'importe quelle machine éparpillée dans mon infrastructure. Est-ce que je veux analyser dans mon infrastructure? Il sera directement filtré ici. C'est-à-dire que je ne boufferai même pas la bande passante entre mon infrastructure et mon disque dur Splunk, et je vais seulement analyser et récolter les données que j'ai besoin. C'est ce qu'on appelle le fast data. C'est-à-dire que ça réduira aussi mes coûts de stockage dans les data centers. Je ne paierai quasiment pas de coûts de stockage. Donc, vaut mieux utiliser un EV forwarder, mais utiliser ce genre d'outil aussi, c'est-à-dire que mettre un outil, donc ce paquet-là, assez puissant qui va consommer des ressources en compute, parce que bien évidemment, il va faire du filtrage. Il aura à peu près la même fonctionnalité que le Search Aid lui-même, c'est-à-dire que le SPL de Splunk en lui-même, parce qu'il aura aussi les mêmes capacités de filtrage, mais qu'il fera tout de suite en amont. C'est-à-dire qu'il y a une préparation des données à analyser avant d'être arrivé même chez le client. C'est ce qu'on appelle l'approche fast data. Donc, oui, l'EV Forwarder est intéressant à partir de ce moment-là. On peut récolter tous les données, donc à partir d'un EV Forwarder, qu'on peut directement envoyer dans l'indexeur, ou même il ne serait plus stocké dans l'indexeur, mais consulter tout simplement à partir du Search Header. Voilà. Et puis, tous ces outils-là peuvent être déployés directement par le déploiement de serveur. Donc, ça, ce que je viens de vous expliquer, c'est juste l'architecture basique d'un SIEM. Voilà. Aujourd'hui, ELK aussi, sauf erreur de ma part, déploie des agents assez identiques à l'Universal Forwarder pour récolter des données. IBM QRadar aussi le fait. Mais à ma connaissance, jusqu'à maintenant, je ne connais pas, sauf erreur de ma part, je ne suis pas en admiration d'ELK. ELK aussi fait du forwarding de data, mais sauf erreur de ma part, il ne fait pas du pré-processing data dans le forwarding data. Voilà. Donc, c'est très important, ce concept de forwarding data, entre l'EV Forwarder et l'Universal Forwarder, parce que c'est toujours très important pour l'insight de notre data. C'est important dans le data ops. Donc, l'approche du fast data
permettra d'améliorer toujours et d'avoir la réponse la plus cohérente, la plus vraie possible par rapport au comportement de notre machine, par rapport au comportement de notre application ou par rapport au comportement de notre client. Voilà. Donc, à titre d'exemple ici, pour le Livy Forwarder, on peut directement faire le filtrage d'événements. C'est-à-dire qu'on peut même choisir les types d'événements qu'on veut prendre à la source. Voilà. On peut même savoir, on peut aussi faire des routages d'événements, des routages par regex, par expression régulière. C'est-à-dire qu'on peut lire les logs et on peut, à partir des mots trouvés dans des logs, dire que ce type de log est un log inutile ou un log ou un data qu'on ne veut pas analyser, mais on veut seulement ce type de data pour juger un tel comportement machine sans avoir à stocker du données. Donc, pareil, ici, l'indexation locale donc dans l'Universal Forwarder, non, elle n'est pas possible. Il faut que l'Universal Forwarder envoie tous les données en stockage directement à l'indexeur de Splunk. Ce qui veut dire que même au niveau de la licence Splunk, vous allez payer. Voilà. Parce qu'on paye aussi au niveau de la bande passante, au niveau de ce que vous allez analyser. Et au niveau de votre stockage aussi en data center, si vous utilisez des instances de stockage type EC2, par exemple, chez AWS, la meilleure façon de faire, par exemple, c'est peut-être d'utiliser les stockages S3. Donc, oui, l'indexation locale sur un Livy Forwarder est possible. C'est-à-dire que je n'ai même pas besoin d'envoyer mon données vers mon Splunk, mais je l'analyse moi-même en local sur la machine sur laquelle je monitore. Voilà. Et je récupère seulement les informations que j'ai besoin. C'est l'approche Fast Data. Voilà. On prend directement les données qu'on veut et on traite directement les données qu'on souhaite. C'est beaucoup plus rapide. Voilà. Donc, voilà. Je continue. Donc, maintenant, comment ça se passe dans Splunk? Pour qu'on puisse gérer des événements, changer des comportements machines et administrer ces comportements machines. Non, pas administrer, mais asservir les comportements machines. Voilà. Donc, on va commencer à parler en SPL dans le dashboard de Splunk. Et à partir de ce dashboard, on va définir des conditions de comportement de data. Et on va prendre en référence ces comportements de data, on va les entraîner, on va les définir sur une courbe de tendance. Et ces courbes de tendance, on va conditionner comme un modèle de données, comme un modèle de comportement que notre machine doit avoir. Voilà. Donc, le SPL, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est à la fois un langage qui fait du SQL, mais c'est comme le SQL, mais à la fois un langage qui fait comme du Linux. Voilà, exactement comme on fait en scripting Linux. C'est un mélange des deux. Voilà. Donc, ça permet de filtrer n'importe quel groupe de données, fusionner aussi les données structurées et non structurées en un seul donné cohérent, les données Splunk, d'identifier aussi des key-value pairs, voilà, donc de reconstruire vous-même votre donnée, d'architecturer vous-même de votre donnée. Vous pouvez aussi créer, d'injecter aussi de nouveaux données dans un donné existant, faire des lookups. Oui, vous pouvez aussi tracer et géolocaliser les données que vous analysez. On peut mettre plusieurs fonctionnalités interactives dans l'analyse des données. Et puis, le plus important, ça permet la détection des anomalies et des activités d'événements inhabituels avec des modèles d'apprentissage. Parce qu'on peut définir, sans être un data scientist, sans avoir fait, je ne sais pas moi, des calculs stochastiques ou tout ce que vous voulez, sans comprendre ce que ça veut dire l'algorithme de KNN, mais juste tout simplement avec une interface graphique bête à mettre en place, du ML, le MLTK, donc le Machine Learning Toolkit de Splunk. Voilà. Donc, comment ça marche? Je prends un exemple ici. Je veux analyser, par exemple, un fonctionnement de mon Apache par rapport à certains clients. Quels clients ont un bon fonctionnement? Quels clients ont des mauvais fonctionnements? Voilà. Donc, ici, par exemple, le Search Processing Language de Splunk, dans son Search Edge, c'est-à-dire sur son dashboard, je peux directement diagnostiquer les machines qui sont opérationnelles et les machines qui sont défaillantes et définir par la suite une courbe de tendance, une courbe de comportement machine. Voilà.
ou un courbe, que ce soit pour une machine ou que ça soit valable pour une analyse financière. Voilà, de façon simple et de façon graphique. Voilà, donc c'est un outil simple par différents types de commandes Splunk. Voilà, donc ici par exemple, avec le chart overlay et le stat, donc le time chart, voilà, je peux analyser mes commandes. Voilà. Donc, le résultat d'une commande sur un site e-commerce. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus vendu? Qu'est-ce qui est le moins vendu? Et quelle est la tendance? La tendance tous les 3 jours. Voilà. Donc, l'avantage de ce langage, c'est qu'en même temps, il fait un langage d'analyse des données, mais aussi un langage de test. On peut faire des opérations, on peut faire des structures de conditions, on peut faire de la programmation avec. Voilà. On peut tout faire carrément avec SPL. Voilà. C'est un langage bâtard, un langage mélangé qui permet d'aller très, très loin dans le data analytics. Voilà. Donc, par exemple ici, on peut effectuer des calculs arithmétiques. On peut mettre en place des structures conditionnelles. On peut aussi, par exemple, ajouter des données en plus pour reconstruire, on va dire, ou enrichir notre source de données. Voilà, avec d'autres données en input. Donc, on va créer à nouveau des key-values. On va injecter à nouveau un champ pour dire, OK, bah, ça, c'est ma machine, mais si je prends un autre référentiel par rapport à ce que je vais mettre, comment est-ce que ça va se comporter à nouveau? Voilà. Donc, ça permet de simuler aussi d'autres comportements. Ici, par exemple. Donc, certes, les données, par exemple, dans Splunk, sont organisées ici avec un champ, c'est-à-dire en semi-structuré, qui est différent d'un donné structuré dans lequel, si on prend par exemple les données SQL, où on a la cardinalité, dans Splunk, même si on a des données semi-structurées, c'est-à-dire où il n'y a pas de cardinalité, on peut aussi retrouver des points communs, on va dire, des transactions entre ces données-là, c'est-à-dire des points qui les réunissent, qui fait qu'ils puissent interagir entre eux en utilisant, par exemple, les tags. Voilà. Donc, il y a plusieurs outils dans Splunk qui permettent d'améliorer la précision de votre donnée. Voilà. Un donné qui est initialement non structuré devenant un donné semi-structuré qui devient aussi précis qu'un donné structuré. Voilà. Donc, c'est ça aussi la puissance du SPL de Splunk, qui permet toujours d'analyser notre insight. Voilà. Par exemple, ici, on définit à nouveau un modèle de données. Je vais définir un jeu de données et un modèle de données pour pouvoir analyser les comportements de ma machine. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de grandes choses. Même la secrétaire, elle peut faire ça. Voilà. Donc, ce sont des choses tellement faciles, ce sont des choses qui ne sont pas compliquées et qui est devenue à la portée de tout le monde. Donc, non, on n'a pas besoin aujourd'hui dans Splunk, à ces outils-là, on n'a pas besoin de grandes compétences pour pouvoir analyser, faire du data analytics sur le comportement machine, puis enregistrer ce comportement, scheduler ce comportement, c'est-à-dire ordonnancer ce comportement avec des plans d'action correctifs. C'est-à-dire, si la machine sort de ce type de comportement, on peut mettre aussi avec Splunk, on va dire, dedans des scripts qui vont exécuter automatiquement la correction ou les changements nécessaires. Et bien ça, on peut faire ça dans la MCO, dans la maintien en condition opérationnelle en infrastructure. Voilà. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire Splunk, en tant que SIEM, est un outil NoOps. Mais malgré tout, il a des limites. Voilà. La limite, c'est qu'on ne maîtrise pas toutes les inconnues aussi dans les comportements réels des machines. C'est pour ça que je tiens à préciser tout à l'heure que des incidents répétitifs, des incidents qu'on peut connaître, des incidents qu'on peut modéliser, on peut les réparer. Mais quand on a de nouveaux incidents, il faut apprendre cet incident et donc on aura besoin à nouveau d'un architecte qui va identifier cet incident et le réapprendre à nouveau à la machine. Voilà, injecter les données, entraîner la machine et définir à nouveau une tendance et un comportement
qui pourra par la suite réparer ça. Donc, oui, dans le NoOps, il y aura toujours à un moment donné l'architecte. Voilà. L'architecte, elle sera toujours là pour assurer l'apprentissage et l'amélioration continue au niveau aussi de la machine. Voilà. Je m'arrête là pour le moment, mais c'est un sujet assez vaste. J'ai fait le plus court possible sur Splunk. Le Splunk est un sujet très vaste. Mais voilà, j'espère que ça vous a aidé un peu à voir ce que c'est que, on va dire, l'approche NoOps avec les SIEM. Merci. Merci beaucoup, Romain. Raymond, allô, est-ce que tu m'entends? Oui, allô, oui, j'entends. Merci beaucoup, Raymond, pour cette excellente présentation, plein d'énergie comme d'habitude. On voit que tu es un grand passionné et ça fait plaisir là, de voir autant d'énergie. Euh, donc, tous ceux qui sont présents, qui ont envie de réagir, qui ont des questions à poser à Raymond, pareil, vous levez la main et je vous donne accès au micro. Euh, bah, voilà, il y a déjà une question de Marc qui demande très intéressant, quelles sont les bonnes pratiques dans l'utilisation de Splunk? Les bonnes pratiques dans l'utilisation de Splunk, déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est d'utiliser les architectures de référence. Ce que j'ai fait tout à l'heure et ce que je vous ai expliqué, c'est juste les bases. Voilà. Donc, il y a beaucoup de best practices en Splunk, à commencer par utiliser ces architectures de référence. Voilà. À mettre en place, à savoir dimensionner Splunk en fonction du besoin utilisateur, en fonction des nombres d'utilisateurs, en fonction des données analysées. Voilà. Donc, comme j'ai pris en modèle tout à l'heure, ce que j'ai mis en place est incomplet parce que je me suis dit, c'est juste la base. Donc, j'ai pris comme référence l'architecture standalone. Mais si on parle de l'architecture multisite, et avec les clusters, oui, on aurait beaucoup plus développé le fonctionnement de Splunk, prenant en compte le monitoring console, prenant en compte les licences master, prenant en compte les search head clusters et les cluster managers. Voilà. À partir de ce moment-là, tout ce que j'ai dit tout à l'heure change aussi. Voilà. Dans la façon de faire et dans la façon même de déployer Splunk et d'analyser Splunk. Voilà. Même dans la façon même d'utiliser le search head. Donc, il y a plusieurs façons de faire, ne serait-ce même que dans l'écriture du SPL. Donc, quand je ne sais pas, bon, je ne vais pas m'éparpiller ou aller trop loin, mais par exemple, sur le temps de traitement du SPL, il faut mettre le SPL on va dire, au plus simple possible. Voilà, pas en faisant des pipes et des pipes aussi, parce que ça va prendre trop de durée et solliciter beaucoup de, par exemple, c'est un exemple, hein, solliciter beaucoup le search head cluster aussi, et qui, on va dire, peut amener à des réponses fausses, voilà, qui doivent être plutôt des réponses vraies. Parce que dans Splunk aussi, par exemple, quand il fait l'analyse avec le Search Head Cluster, quand le SPL va aller requêter des données, il y a aussi une durée limitée. Voilà. Il y a aussi une sorte de timeout. Voilà. Mais quand on veut faire de l'analyse dans Splunk, il faut savoir définir l'intervalle de temps. C'est une analyse d'événements. Si vous voulez assurer, par exemple, l'insight de votre data, il faut définir un intervalle de temps précis. Voilà. Plus l'intervalle de temps est grand, moins votre donnée sera précise. Plus l'intervalle de temps est précis, plus votre donnée sera précise. Donc, il y a toujours un être humain aussi derrière qu'il faut aussi réfléchir un peu. Voilà. Pas parce que c'est une machine que je peux faire tout et n'importe quoi. Mais ce sont des petits exemples, mais il y en a beaucoup. Ok, merci. Il y a Chérif qui demande quelles sont ces limites ou ces domaines d'application dans le développement? Dans le développement, c'est pas Splunk n'est pas spécifique à un développement ouais. ou à l'infrastructure. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un outil de data analytics. Il analyse tout. Voilà. Là où sa spécificité, si on parle le développement au niveau du langage SPL,
à l'intérieur de Splunk, c'est que le SPL est limité à être utilisé sur Splunk lui-même. D'accord. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser des plateformes, déployer des tableaux de bord, utiliser d'autres fonctionnements dans Splunk, mais elle est limitée aussi. Voilà. Le SPL peut vous aider quand vous êtes dans le menu, créer un autre menu dans Splunk qui vous accouchera un autre fonctionnement. Voilà. Parce que tout est SPL dans Splunk. Tout est requêté en SPL. Voilà. Mais à un moment donné, il y a des limites aussi. Voilà. Il ne peut pas faire non plus ce que Python sait faire, par exemple, à un moment donné. Donc, non. Ouais, Ok, merci. Oui. Chérif, tu veux ajouter quelque chose? Peut-être un complément? Oui, c'est bon. Je voulais simplement savoir s'il y a d'autres applications qui étaient possibles, juste par rapport à Splunk. D'autres applications, d'autres SIEM, si vous voulez savoir? Oui, sur d'autres domaines, par exemple. Oui, il y a beaucoup de SIEM. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, quand j'ai commencé à faire, on va dire, de la corrélation des logs, le premier SIEM que j'ai utilisé, c'était ELK. J'étais un fanat de ELK, Elastic Log Stash Kibana. Mais Elastic Log Stash Kibana, c'est aussi une usine à gaz à builder, c'est-à-dire à mettre en place, avec des histoires des fois incohérentes sur les quorums de conteneurs qu'il faut mettre sur Elastic, les quorums de ceci pour Logstash, ainsi de suite. Donc, à un moment donné, ELK était bien, mais à un moment donné, sa mise en place et sa structuration, le protocole de déploiement est parti en vrille. Voilà. Et puis, plus tard, en 2016, j'ai découvert Splunk. Il est stable. Et ELK est open source. Il a cette fonction, c'est qu'elle est gratuite. Mais par contre, Splunk, elle est précise, elle est stable. Mais en même temps, c'est une architecture modulable parce qu'on peut ajouter plusieurs modules à l'intérieur. Mais ce sont aussi des modules stables et des modules développés par Splunk. Voilà. Donc, c'est un outil qui coûte de l'argent par contre. Mais quand on fait votre business analysis en amont et votre business impact, des fois, à un moment donné, il ne faut pas, quand on a des applications qui génèrent des millions d'euros par jour, ça ne coûte rien de dépenser quelques milliers d'euros par jour pour assurer sa rentabilité et sa sécurité. Voilà. Donc, c'est au niveau de l'analyse des risques là-dessus. Voilà. Ça, c'est à vous de voir ça en tant que DevSecOps. Si vous avez en même temps le casquette d'architecte, le casquette de product owner et le casquette de business analyst et de SecOps, qui doit répondre et rassurer le client. Voilà. Donc, ce sont des choses que vous devez être capable de répondre après. Voilà. Moi, par exemple, si on me demande vraiment sur l'application de type Edifarm qui va générer, qui génère aujourd'hui 12 millions d'euros par jour, ah bah, j'hésiterai pas, je dis, OK, bah, 12 millions d'euros par jour, on va mettre Splunk. Pareil quand je travaille avec Moody's Analytics, ou aujourd'hui, je travaille avec la Banque européenne d'investissement. Je ne réfléchis même pas, je n'ai pas envie de me casser la tête, je leur dis, prenez Splunk. Parce que les données qu'on analyse tous les jours valent des millions d'euros, génèrent des millions d'euros. Donc, ce n'est pas parce que Splunk, peut-être en une journée, je vais être facturé à 10 000 dollars que je vais dire, oh, c'est catastrophique. Non, c'est un outil fiable qui permet de rapporter, de ramener, par exemple, à Moody's Analytics, en une journée, 14 millions de dollars. Voilà. Donc, ce sont des choses différentes. Voilà. Ce sont des choses sur lesquelles il faut aussi regarder le retour en investissement. Ça ne sert à rien de mettre en place un outil tel que ELK, sur lesquels, oui, on est content en tant que tech que c'est gratuit et on en est fier d'avoir mis en place l'usine à gaz. Mais après, les risques et l'expérience utilisateur et comment rassurer les clients, ce sera fait de façon spartiate, ce sera fait de façon non professionnelle et les impacts par la suite en cas de panne ou en cas d'incident seront conséquents. Donc, il faut faire attention à ce type de risque. Il faut prendre l'outil qui est le plus sûr afin de réduire les risques. Voilà. C'est comme quand vous achetez une voiture. Si vous voulez accueillir un client très important à vous, vous n'allez pas, je ne sais pas moi, louer un client qui va vous rapporter beaucoup d'argent, vous allez l'accueillir très bien. Vous allez louer, je ne sais pas moi, Uber Berlin, vous n'allez pas prendre Rich. Donc, parce que c'est un investissement. Voilà. Et qu'il faut s'assurer
de la fidélité du client par la suite. Donc, dans ce cas-là, oui, moi, je préconiserais le SIEM Splunk. Voilà. Tout est en fonction de l'analyse. Voilà. Moi, je n'ai pas de paroisse. Voilà. Mais tout est en fonction du besoin client. Merci beaucoup, Raymond. Il y a d'autres questions encore sur Splunk, moi j'en ai une ou deux sur LK également. Il y a Marc qui demande, dans un environnement multisite, comment gérer l'indexation, comment agréger les informations. Est-ce que Splunk agrège? Splunk utilise des load balanceurs sur l'indexation avec les indexeurs. Donc, il y a des comportements sur les multisites, sur une architecture à mettre en place sur les indexeurs. Je sais déjà que le search head minimum à mettre en place, c'est 3 par site, si je ne fais pas erreur. D'accord. Donc, au niveau des indexeurs, les données… Attendez, il faut que je me souvienne. Là, il m'a pris des bureaux. Au niveau des indexeurs, si je m'en souviens, que je regarde mon dernier date, un instant, parce que je n'ai pas tout ça en tête. Je vais y répondre. Ok, pas de souci. Tu cherches, je te pose une autre question. Il y en a qui demandent aussi, Sébastien, une idée du prix, fourchette de prix. L'idée du prix, c'est en fonction, ça change, je ne sais plus moi aujourd'hui, il y a des cours sur Splunk, mais c'est en fonction du gigaoctet que vous consommez, que vous transférez, que vous stockez sur Splunk. Voilà. Donc, il faut regarder sur Splunk, ils ont une fiche là-dessus, ils ont un courbe qui varie. Ouais. Donc, je ne sais pas aujourd'hui l'état du marché à combien il le fait. Mais il n'y a pas un prix fixe comme ça. Pareil sur Amazon Web Services aujourd'hui. On va dire que ces gens-là, aujourd'hui, font du pricing comme à la bourse. Plus il y a de demandes, plus le prix va augmenter. Voilà. Moins il y a de mouvements, moins il y a de demandes, les prix baissent. Donc, le prix que je vous dis aujourd'hui ne sera pas vrai pour demain ou après-demain. Voilà. OK. Une question là par rapport à… je pense que oui, tu es au courant et tu as vu pas le duel, mais en tout cas la confrontation entre Elastic et AWS et la création du fork open source d'AWS, d'Elasticsearch et Kibana. Qu'est-ce que toi, tu en penses par rapport à ça? On va dire, moi, je regarde tout le temps, il faut être pragmatique à un moment donné. Oui, je déteste AWS parce que ce sont des riches qui mangent tout le monde et qui écrasent tout le monde. Ça, c'est clair, on va dire, sur le principe. Mais objectivement parlant, AWS a les moyens. AWS a les meilleurs ingénieurs. Donc, oui, je pense qu'AWS va mettre en place un produit beaucoup mieux que LK. Voilà. Donc, oui, j'ai confiance là-dessus. Si AWS va développer un fork, à coup sûr, il va le faire mieux. Parce que c'était annoncé, du moins annoncé dès janvier, je me rappelle dès janvier 2021, je crois que j'avais lu déjà des articles là-dessus. Pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Non, pas encore. AWS, quand ils veulent une application, ils le veulent toujours. La politique d'Amazon, ce n'est pas de faire du chiffre d'affaires ou de faire du bénéfice. Voilà. D'accord. Amazon, ça a toujours été sur la stratégie des coûts. Voilà. Apple, c'est sur la stratégie Blue Ocean, c'est-à-dire sur l'innovation. Je crée le besoin, je crée le business. Amazon, c'est je casse les prix et je reprends le marché et je m'en fous, mais ça rassure les investisseurs et les investisseurs vont faire monter ma valorisation. Mais qu'Amazon Marketplace perd 2 milliards par an ou qu'Amazon Web Services gagne ou perd, je ne pense pas que c'est dans la stratégie financière même du groupe Amazon. Donc oui, ils peuvent se permettre tout de faire chez Amazon Web Services. Je connais très bien parce que j'avais un de mes collègues à moi qui aujourd'hui, ça m'a choqué, c'est quelqu'un qui a plein de, on va dire, qui a plein de morale, qui était anti-GAFA, quelqu'un qui était très juste, qu'on ne pouvait même pas corrompre, sur lequel on a proposé à l'époque, c'était en 2011, qu'il soit recruté pour 130 000 € par an.
or qu'il il est jeune, il est célibataire et c'est un vrai geek, associable par contre, bah, cette personne-là, aujourd'hui, à l'époque, quand on lui a proposé 130 000 euros, avec tout ce qu'il voulait, il a dit non. Mais bizarrement, ça fait 3 ans maintenant, je sais qu'il est chez Amazon Web Services en tant qu'un des architectes leads sur le développement et l'amélioration du stockage S3. Voilà. Donc, quand je dis qu'Amazon a tous les moyens, c'est qu'ils ont tous les moyens pour convaincre. D'accord. J'ai une question d'actualité. On parle donc de Splunk et de LK, et on parle de Log4j actuellement. Comment donc c'est pris en compte et même dans l'idée du NoOps, comment justement une vulnérabilité telle que Log4j est pris en compte sur ce type d'architecture? C'est là que j'en reviens tout le temps à l'escalade de niveau 3. Ouais. C'est un comportement qu'on ne connaît pas. Donc, on ne peut pas faire la devinette. Même le machine learning, il ne va pas savoir. Voilà. Donc, à un moment donné, on aura toujours besoin d'architectes derrière. Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'une quelconque IA ou n'importe quelle IA, qu'elle soit même, que ça soit même le Watson sur IBM QRadar, aurait pu deviner ça. Non. Donc, c'est toujours l'être humain qui met en marche l'asservissement système. Voilà. Donc, c'est toujours l'être humain qui entraîne le machine learning. Voilà. Oui. Donc, si l'être humain en lui-même ne trouve pas, comment est-ce que la machine, elle peut trouver? Voilà. Donc, c'est une machine. Hein. Donc, non, je ne pense pas qu'une quelconque IA aurait pu trouver ça. D'accord. OK. Je ne sais pas si vous avez d'autres réactions au sein de… il y avait peut-être une autre question que j'ai zappée. Ça, c'était déjà donné. Enfin, chaîne de prix. Oui, il y avait… est-ce qu'il y a des plugins pour Splunk? Si oui, quels sont les plugins conseillés? Et combien sur la Il y a plusieurs plugins quand vous allez dans Splunk Base. Voilà. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Mais par contre, il y a des plugins payants et il y a des plugins non payants. Voilà, ouais. Voilà. Donc, après, moi, par exemple, j'utilise des fois pour faire du SQL Server. Je sais que c'est du SQL Server. Je prends des plugins dans Splunk qui sont des plugins MySQL qui sont gratuits. Ça me permet, malgré tout, de reconstruire, c'est-à-dire le tableau qui va identifier les sources, c'est-à-dire les métatags. Voilà, qui permettra de dire, OK, bah, ça, c'est le key value pair, les paires de clés associées pour reconstruire la base de données. Bah, que ce soit du MySQL ou du SQL, c'est pareil. Voilà. Les structures sont à peu près pareilles. Voilà. Donc, moi, ça ne me fait pas peur. Donc, je n'ai pas les moyens d'acheter le SQL pour vraiment le Microsoft SQL. Bah, Ouais. je prends le gratuit qui est le MySQL Et et tu j'arrive adaptes. toujours à traiter les données. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, bon, donc, une belle astuce pour ceux qui effectivement cherchent donc, à minimiser les coûts. OK. J'ai pas d'autres questions, Raymond. Donc, je te remercie vraiment pour cette belle présentation. Juste m'envoyer les slides au format PDF pour que je puisse les Oui. partager parce qu'on me le demande. Et après, donc pareil, voilà, te remercier vraiment pour à nouveau cette présentation vraiment très dynamique du NoOps et du club WS. Donc, un grand merci et à bientôt, vraiment. Merci à toi et merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Écoutez, donc, on arrive presque à la fin de cette journée, troisième journée du Show Tech Days. Et ben, il nous reste encore un talk de notre invité d'honneur qui nous a fait l'honneur de venir nous rejoindre sur notre belle île, donc Monsieur Clément Domingo. Hop, je remets les droits. Donc, normalement, Clément, tu as les droits maintenant. Donc, ça va être à toi. Je vais juste arrêter l'enregistrement